Bien, bonjour. Dans son séminaire la semaine dernière, Lomond a mentionné une conjecture d'annulation due à Bafferman et Kashdan, laquelle implique une description géométrique du noyau du Fourier généralisé. C'est la transformation de Fourier sur un groupe et associé à une représentation de groupe dual, et donc qui donne sur le côté spectral des facteurs gamma. Donc aujourd'hui, je vais énoncer ces conjectures précises et donner aussi une démonstration, enfin une partie des démonstrations dans le cas GNLN. G égale GNLN, mais la représentation du groupe dual peut être quelconque. Et dans le séminaire qui suit, Xiaoxin Chen va expliquer sa démonstration de computation générale, qui est complètement différente en fait. Donc je pense que l'intérêt de traiter ces plans de GNLN, au moins à terme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour l'instant, c'est intéressant qu'il y a des calculs explicites qui sont assez étonnants en fait, et puis qui servent dans le cas p-adique aussi. Donc des sortes d'un peu des miracles qu'on va voir dans le cas de là, c'est le calcul algébrique, donc ça marche pour tous les groupes, et sert vraiment à ajuster en quelque sorte ce noyau dans le cas p-adique, dans le cas réel. Voilà, donc c'est ça ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être le travail sur un corps fini, et je vais commencer par rappeler la théorie des faisceaux hypergéométriques de 4 Donc on va commencer par on a tout K, c'est un corps fini, et T un tore sur K. C'est pour me déployer pour simplifier. Et donc pour tout cocaractère, donc lambda, un cocaractère du T, on appelle un élément du groupe de cocaractères, on forme le faisceau d'Artin-Schreier, le grand psi de lambda, qui va être l'image directe de J exclamation O de MC. Et se trouver de la même chose que. Donc ça, c'est un morphisme fini en fait. Donc un caractère non trivial. C'est la même chose que ça. Donc ici, J est l'immersion ouverte de GM dans la droite affine, et N psi, c'est le faisceau d'Artin-Schreier sur la droite affine, associé au choix d'un caractère additif non trivial. Additif psi de K dans Qn étoile non trivial. Donc bien sûr, grâce au revêtement d'Artin-Schreier, de la droite affine,
donc donné par l'équation habituelle T, Q égale à X, où Q c'est le cardinal du corps fini. Voilà. Donc, rappelons que le règlement d'Artin-Schreier de la droite affine est un torseur de groupe structurant K, de sorte que chaque fois qu'on a un caractère de ce groupe, on en déduit un système local de rang 1 sur la droite affine. Et voilà, donc ça c'est des briques de base pour construire les faisceaux géométriques, et les autres on construit par des produits de convolution. Donc si F et G sont des faisceaux elladiques ou des complexes de faisceaux elladiques, sur T, et on définit alors le F, le produit de convolution. On peut prendre tout par l'exclamation, ou mu, et la multiplication. Et donc on tire en arrière F et G, on forme le produit tensoriel extérieur, et puis on pousse en avant par l'exclamation en bas. Et donc par ce processus, donc ici vous pouvez remarquer qu'il y a une sorte de décalage, et c'est juste pour que ça fasse des faisceaux pervers. Et en général, si on a une collection de cocaractères, lambda 1, lambda n, eh bien on peut, lambda r, eh bien on va noter psi de lambda souligné et le produit de convolution de psi lambda 1, psi lambda n. Ça, c'est des objets qui se trouvent dans des livres de Katz. Enfin, il y en a plus, mais je pense que c'est des objets de base. L'exemple le plus remarquable, c'est l'exemple le plus important en quelque sorte, c'est le cas T et GM, et lambda 1, lambda n sont tous identités. Donc on prend juste la restriction d'Artin-Schreier AGM et on fait le produit de convolution avec lui-même n fois. Et dans ce cas-là, ce psi de lambda bar est le faisceau de Hyper-Klosterman de lignes. Enfin, j'ignore un peu le décalage. Je pense que ça fait pas de. Je pense que c'est pas très important. Donc, qu'est-ce qui fait ce faisceau? Donc, pour le voir, on va comme la fonction trace. Donc, la fonction trace est donne lieu à des sommes Hyper-Klosterman. De Hyper-Klosterman, donc c'est la trace de Frobenius Q sur la fibre de psi lambda en 1 pour tout A dans K étoile vers la somme sur les x1, xn dans K étoile tel que x1, xn est égal à 1 de petit psi de x1 plus xn. Donc lorsque R est égal à 2, c'est la somme de Klosterman usuelle.
Donc, ce qu'appelle Deligne, la somme hyperclusterman, c'est un mode d'augmenter le nombre de variables. Donc là, c'est littéralement une traduction de la définition en termes de fonction trace. Donc, on obtient bien les summes Klosterman. Et dans ce cas-là, Deligne montre le théorème de Deligne. C'est vraiment un très beau calcul. Il montre que dans ce cas-là, donc T est égal à GM et lambda 1, lambda R est identité. Alors ce psi lambda bar est un système local irréductible de rang R. Avec domaine calcul, donc on connaît le conducteur de Swan à l'infini. C'est modérément ramifié à 0, et on peut calculer le conducteur de Swan si c'est n ou n-1, je ne me souviens plus, mais on n'en a pas besoin. Mais c'est juste pour savoir comment on peut le calculer si on veut. Et enfin, le théorème, ce n'est pas du tout un calcul trivial, ça fait 2, 3 ou 4 pages de ligne, donc des calculs comme c'est vraiment pas des choses qu'on peut. C'est vraiment pas trivial. Mais il y a un autre fait qui n'est pas dans l'article de ligne, mais qu'on en a besoin, et qui n'est pas difficile de démontrer, c'est que dans ce cas-là, vous voyez qu'on a le droit de permuter parce que le produit de convolution, permutation. Donc on a le groupe sigma R agit sur ce. Donc j'appelais ça, c'est le Klosterman R agit sur Klosterman R par le caractère signe. Ça, non plus, ce n'est pas difficile à démontrer, ça serait dû dans le cas RNA2. Et dans le cas RNA2, c'est une identité de type Hasse-Davenport. Quand on fait une somme de Klosterman sur K, on fait une somme de Klosterman sur les sommes quadratiques K' tordues. Alors, les deux sommes sont égales l'une à l'autre à un signe près, il y a un signe moins 1. Donc quand on fait une permutation, ça fait un signe. Donc on a fait toutes les permutations, ça fait la fonction signe. Voilà, on avait besoin de ça, de façon vraiment cruciale plus tard. Cet énoncé-là on n'a pas besoin, mais l'action du groupe symétrique par le caractère signe est vraiment important. Le premier énoncé peut être généralisé. J'ai oublié de dire, mais que c'était ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un travail en commun avec mon ancien étudiant, Shu-Yang Chen. Ça, c'est un travail en commun. Avec. Donc, on peut aussi démontrer que si on peut généraliser le théorème de ligne, si on donc soit sigma un caractère de T dans GM, là on dit que lambda dans le groupe du Han, lambda est sigma positive. Si sigma couplé à lambda est un nombre entier positif, en quelque sorte, on veut que les lambdas se situent dans à peu près la même direction par rapport à une direction quelconque.
Donc on peut généraliser, c'est alors si lambda 1, lambda n sont tous sigma positifs, alors psi de lambda est un système local sur l'image. Donc c'est un caractère, donc il y a un caractère, disons lambda, de Gm à la puissance R, donc T, donc c'est un caractère de tore, et donc l'image est un sous-tore de T, et on peut démontrer que le faisceau hypergéométrique formé en produit convolution de cette sorte est un système local, donc il y a un décalage. Mais on ne va pas en utiliser, donc je vais vous épargner. Donc c'est un calcul explicite sur les coordonnées, on peut le faire un peu à la manière de ligne en fait. Voilà. Donc c'est tout dont on a besoin sur ces faisceaux hypergéométriques. Donc c'est essentiellement une généralisation à la théorie de groupe pour les thétores des faisceaux de Kosterman, donc de lignes. Donc au lieu de former cette somme, on forme une somme plus compliquée avec ici, au lieu de cette équation, ça devient homomorphique de tore. Et puis on prend les mêmes choses. Voilà, donc maintenant je vais parler du noyau de Braverman-Castaing. Donc là, l'idée est relativement standard en fait. Lorsqu'on a une représentation du groupe dual, on peut le restreindre au temps maximal du groupe dual. Donc on a des poids du temps dual, ça fait des copoids de temps à l'origine. Donc on a toutes ces collections de lambda 1. Donc ça va nous aider à former un faisceau hypergéométrique sur le temps maximal. Et on doit démontrer, enfin on doit construire un axiome W là-dessus. C'est là qu'il y a un point vraiment subtil, l'axiome de groupe de Weyl sur le faisceau hypergéométrique associé au représentation du groupe dual. Et une fois qu'on a l'axiome de groupe de Weyl, on peut faire une sorte d'induction géométrique de T à G, un peu comme ce qui a été expliqué par Gérard la semaine dernière, dans un contexte un peu différent. Donc, je vais expliquer tout ça en détail. Donc, il s'agit d'un groupe réductif connexe sur un corps K. Donc, T un temps maximal. Donc, tout a défini sur de G, défini sur K, et B, un sous-groupe de Borel. Contenant T. Donc, enfin, sur les corps finis, tous les groupes sont quasi déployés, donc il n'y a pas de difficulté à en choisir. Donc des définis sur K. Pour le reste du temps, G sera GNLN, donc il y a encore moins de problèmes. Donc on va choisir une représentation du groupe dual.
dual, et on va le restreindre ρ à T chapeau, qui est un temps maximal de G chapeau. Et donc, on peut donc ρ T chapeau, ce sera la représentation de T chapeau dans GLR, donc qui est diagonalisable. Et donc, on a qui donne lieu à une par les formules de caractère de Weil, par exemple, ça nous donne lieu à un sous-ensemble avec multiplicité. Donc on a que j'écris une notation peut-être pas très bon, mais j'écris comme ça. On a mu1, donc ça c'est un sous-ensemble, mu1, mu2, mu-m. Oui, c'est ça. Un sous-ensemble de lambda. Donc, c'est le groupe de caractères de T chapeau, et qui est aussi le groupe de co-caractères de T. Et on a pour chaque mu i, donc mu i est différent de mu j. Donc, ça, c'est vraiment un sous-ensemble. Et puis, ce que l'autre est mu souligné. Maintenant, c'est les mêmes poids, mais avec les multiplicités appropriées. Donc, mu1, donc à la puissance R1, à la puissance, je répète, R1 fois, mu-m, Rm. Donc, c'est un ensemble. Un ensemble avec multiplicité. Donc, simplement, on veut dire que pour chaque élément ensemble, il est assigné un entier positif. Et donc, avec R1 plus Rm, et bien sûr, dimension de la représentation. Voilà. Et souvent, donc, on a dans les situations où on a un déterminant, donc Gm, et on a aussi le Gm dual, en quelque sorte, ça va aussi dans G chapeau, et ça va dans GLR. Et on voit que bien sûr, donc là c'est un scalaire. Donc cette hypothèse ici, c'est satisfaire que c'est donc ça c'est sigma. Sigma et mu i sont positifs. Ils sont tous gana A dans ce cas-là. Voilà, donc maintenant, avec ceci, avec ces données, on a un homomorphisme de Tor de GMR dans T. Donc si on a x1, x2, xr, on va prendre le produit de donc il vaut mieux écrire avec des coordonnées comme ça, donc ça va être x1 r x1 comment écrire xr1 xr1 plus 1 xr1 plus r2 etc. Donc on a un produit de i à 1 à R1, je m'excuse pour les notations un peu pénibles, mais l'idée c'est simple, on le multiplie tous. Mu1 xi de i à R1 plus 1 et 1 plus R2, là on va prendre le mu2, xi, etc. Donc on prend les co-caractères, on envoie un t, et puis on les multiplie tous. Donc c'est ça, donc on obtiendra donc
ça nous donne lieu à aux faisceaux hypergéométriques. Psi dans le faisceau hypergéométrique sur le tore. Donc avec cette hypothèse additionnelle sur le centre, donc c'est après aussi un complexe de faisceaux, mais c'est cette hypothèse-là qui arrive souvent, c'est un système local à décalage près. Donc maintenant, ça arrive à un point crucial, donc c'est la construction de l'action du groupe de Weyl sur ce faisceau hypergéométrique. Donc c'est là vraiment quelque chose qui se passe ici. Je dois dire que je ne comprends pas vraiment pourquoi on doit faire ça, mais enfin, ça m'a besoin pour la preuve, mais philosophiquement, je ne comprends pas très bien. En fait, dans le cas périodique, on ne fait pas ça. Donc là, il y a un point que je dois dire que je sèche un peu. D'abord, il y a un point, c'est comme, d'abord, on voit bien qu'ici, donc, j'efface cette formule pénible. Donc ici, on a l'axiome du groupe de Weyl W. Et ici, on a l'axiome du groupe symétrique. Et en fait, ces formules, il n'est pas compatible parce qu'il y a ce mu1, mu2, mu-r, mais il faut le rendre compatible. Donc en fait, il y a, c'est un peu étonnant, mais il y a un homomorphisme canonique comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec les groupes, c'est simplement un truc combinatoire, mais ça marche, qu'on voit le W dans SR, simplement pas W agit sur cet ensemble de poids. Et en respectant les multiplicités. Donc ça nous donne un homomorphisme. Donc en fait, cet homomorphisme-là, et ça, bien sûr, ça est compatible avec la somme des coordonnées qui donne lieu à l'exponentielle. Donc on a W agit sur psi mu. Mais ce n'est pas l'axiome qu'on veut. Il faut modifier un peu. Donc, mais pour notation, on va noter, donc on a noté iota prime W, cet axiome-là, le W est un nom O de psi mu. Voilà, psi mu. Donc là, il n'y a pas de problème. On semble avoir une difficulté. En général, on peut pas l'enlever un groupe de Weyl dans l'autre. Mais dans ce cas-là, il y a juste de façon combinatoire, on a quelque chose de canonique, simplement parce que le W agit en préservant l'ensemble des poids et en préservant la multiplicité de poids. Donc ça fait bien une... Oui. Et c'est quoi le niveau de généralité pour avoir ce morphisme de Weyl Si on avait un morphisme de G chapeau vers H chapeau, est-ce que vous aurez... Je ne sais pas. Dans GLN, oui, mais en général, je ne sais pas. Mais tu vois bien que ce n'est pas un truc sur les groupes. C'est vraiment... on simplifie au plus simple moyen, il y a plus un ensemble. Mais sur les groupes, les normalisateurs, tout ça, je ne sais pas comment faire. En tout cas, on a ça. Et puis, donc là, c'est vraiment un truc étonnant, mais ce qui fait marcher, c'est qu'il faut changer ça par un signe subtil. Donc, on va définir, donc ça c'est le signe.
on va définir, je vais l'écrire ici, on va définir la bonne action IW, et donc c'est IW fois le signe de W comme un élément du groupe de Weyl, et ensuite fois le signe de W comme, on appelle ça rho de W, donc on va le signe de, comme une permutation. Donc monsieur avait deux signes, le signe dans le groupe de W en tant qu'un élément du groupe de Weyl, et puis aussi le signe en tant que permutation. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc le plus bizarre, mais c'est ça qui fait marcher le calcul après. Et dans le cas périodique, on n'a pas de ce signe. Et l'explication que j'ai, un peu vaguement, c'est en fait, dans le cas réel, il y a un passage des modules à gauche et des modules à droite, et ça m'utilise le signe, je crois que c'est le même signe. C'est le signe qui dans le passage des modules à gauche et des modules à droite. Alors pourquoi ça, je n'en sais pas plus. Eh bien voilà, on a donc soit T' dont T l'ouvert maximal où W agit librement. Donc on peut descendre, donc on a le T sur le quotient T, le quotient invariant. Donc ça c'est un quotient assez moche, il peut être singulier. Mais quand on restreint cette bombe ouverte, donc il n'y a plus de problème. Donc c'est ouvert, donc ça c'est pi, et pi prime est fini et tan. Et donc on peut prendre le J. Pardon? Ah, pardon, oui. JT est un nom O de psi mu bar. Et on va pousser, on va faire une descente galoisienne, ça ne va pas pousser en avant. Et puis prendre l'action de groupe symétrique. Donc ça, je vais appeler ça K sur T prime sur W. Donc là, j'ai un système local, donc avec l'hypothèse en plus, donc ça c'est un système local. Donc avec l'hypothèse sigma positive, donc K T prime sur W est un système local. Est un système local. On n'a jamais besoin de ce système, que ce soit un système local en fait, mais je peux juste mentionner pour que ce soit plus intuitif. Donc en plus on a le diagramme de résolution simultanée de Grothendieck-Springer. Donc on a le G, le morphisme dans ce cas c'est le morphisme de Steinberg. Et donc enfin, de toute façon c'est pas donc je n'ai pas besoin en fait, c'est T' sur W. Donc G' qui prime, donc là c'est J de G. Et je définis le noyau sur G comme la tirée en arrière de ce noyau sur
T sur W. Et puis le prolongement intermédiaire. Donc ici, il faut mettre un décalage pour ça un faisceau pervers. Voilà. Donc voici exactement la même construction que pour les faisceaux caractères, sauf que sur le tore, au lieu de mettre les systèmes locaux de type Kummer, qui sont des noyaux finis, on met des faisceaux hypergéométriques de casse qui ont un groupe monolombie aussi grand qu'on peut imaginer. Et après, on applique la même construction. Et donc la conjecture, c'est que la conjecture donc qui est maintenant un théorème. La conjecture de Bravman-Kashdan est que la fonction de trace de Frobenius sur ce faisceau KG donne lieu donc bien sûr c'est invariant par la somme adjointe, donc c'est une fonction centrale, donc elle agit sur les représentations irréductibles par un scalaire, et le scalaire doit être le facteur de gamma qui était défini dans l'esprit de Gérard par la fonctorialité de Lustig. Donc donne lieu le rho noyau de Fourier. Donc Fourier, donc qui agit sur une représentation irréductible de G de K par le facteur gamma défini par la fonctorialité de Lustig. Donc, les représentations de groupe G de K sont bien classifiées en séries de Lustig. Les séries de Lustig sont classifiées par les classes de conjugaison stable dans le groupe Duhan G chapeau de K. Et donc, avec gros, ça envoie dans GNLN de K. Et sur GNLN, on a bien un facteur de gamma. Et c'est le facteur de rho facteur de gamma, si on veut. Et ce noyau est donc la fonction de trace de Frobenius sur ce faisceau pervers est censée être le bon noyau. Et en fait, dans son exposé, Gérard a expliqué une construction du bon faisceau, de la bonne fonction. Mais le fait que la fonction qu'a construit Gérard coïncide avec ces fonctions géométriques dépend d'une conjecture d'annulation. Donc il y a une conjecture d'annulation qui est aussi due à Braverman et Kashdan. Et la suivante, si on s'appelle un sous-groupe parabolique de G et UP sont radicales unipotents. Alors, si on restreint ce faisceau à la classe à gauche ou à droite, donc la cohomologie un support compact sur un G de UP de la restriction de KG, donc j'ignore un peu la notation pour la restriction,
Donc, ça est 0, sauf si G soit dans P. Donc, bon, en gros, c'est quand on fait le calcul, la série principale par MC classe, en dehors de B, c'est 0, et en B, on retrouve bien le noyau qu'on construit sur le tore. Et donc, sur le tore, ça agit sur la série principale par le bon facteur de gamma par tautologiquement, en quelque sorte. Et sur le groupe fini, on peut passer un tore même non déployé, mais parce que cet énoncé est valide géométriquement, en quelque sorte. En plus de l'explication, je vais peut-être maintenant commencer à expliquer. Donc, c'est un théorème dû donc, il y a des cas qui étaient connus avant. Mais on va faire mal le cache-down démontrer ça pour GN2, je pense. Et GN2. Et Chen et moi-même, pour GNLN, pour groupe quelconque. Le cas GNLN, pour le groupe standard, est extrêmement trivial. Et il y a le Shaoxing Chen. Pour un cas général. Donc, dans le reste de mon exposé, je vais expliquer une partie à démonstration dans le cas GNLN. Donc, je vais mélanger ces GNLN. Je pense qu'il a démontré d'abord sur des modules, mais ça implique le cas énadique. Et c'est très différent, en fait. Dans mon cas, c'est vraiment ça passe par des calculs, pas comme des orbites. Dans le cas de Shaoxing, il y a des arguments type catégoriques. On démontre, c'est pour toute une catégorie plus large. Donc, voilà. Donc, dans le cas de GNLN, c'est vraiment on va expliquer des calculs explicites via des discussions d'orbites qui est assez étonnante en quelque sorte. Je ne savais pas avant de faire ce travail. Ça sont actions de groupe, donc axiome de conjugaison mirabolique. En fait, il y a deux actions, mais dont l'une c'est l'axiome de conjugaison pas mirabolique. Donc G c'est GNLN et donc, il faut fixer une base. Donc V, E1, EN, c'est la base standard. De V, c'est K à la puissance N. Donc, pour simplifier, je note le premier vecteur est E. Et donc, on a on a FI va être le sous-espace engendré par E1, EI, et EI va être le quotient de V, par FI. Et donc le sous-groupe mirabolique Q, c'est le stabilisateur de la droite
F1, donc engendré par le premier vecteur. Et on a le sous-groupe, c'est Q1, donc Q est le stabilisateur du vecteur. Voilà. Voilà. Et on va considérer l'action. On a U1, c'est le radical unipotent. De Q. Donc on a deux actions. On a action, on considère l'action de Q sur G par conjugaison. Et on considère aussi l'action, je vais plutôt taper U ici, c'est pas la peine de mettre le U. Donc U c'est des, donc Q c'est des, je pense que si je ne me trompe pas, c'est des, donc ça c'est Q, et ça c'est U, donc c'est un vecteur colonne, c'est U, donc tout ça c'est Q. Et QA, c'est juste cette entrée est égale à A. Donc l'axiome de U sur G par translation à gauche. Et les actions se forment, donc on a une action en même temps, il faut que j'écris correctement, donc on a Q agit sur G. On forme le... Et on va étudier les orbites. On a une stratification. Donc ici, on a une action, donc vous voyez, on a Q, U, X, donc Q, Q-1, c'est aussi égal à Q, U, Q-1, Q, X, Q-1. Donc ça fait bien une action de ce produit semi-direct. Donc on a une stratification. Je pense que les orbites, je me souviens un peu plus, mais ce n'est pas l'importance de toute façon. Une stratification naturelle ici. Donc c'est essentiellement ce que ça concerne. Si on oublie le U, on prend que le Q. Donc c'est comment ce vecteur E réagit quand on applique la matrice X. Donc on va noter F de X, c'est simplement l'espace engendré par E, XE, etc. On applique la matrice à ce vecteur et on prend la dimension. Donc MX, c'est dimension de Fx. Donc ça, c'est un nombre qui peut être entre 1 et n. Donc ça nous fait une stratification simplement par le... On
va donc stratifier G en des sous-variétés localement fermées. Donc G, c'est l'union de xm, m, voilà, 1 à n. Donc xm, c'est le point x dans G, telle que dimension de fx est égale à m. Donc bien sûr, xa, c'est Q. C'est les vecteurs qui stabilisent à droite. Et donc là, c'est la strate fermée. Et puis la strate ouverte, xn, c'est des x, tel que V est un vecteur cyclique. Par rapport à x. Donc il y a tout au milieu, il y a cette stratification qui elle est compliquée, mais en fait, xm, en général, ça peut se déduire de la strate ouverte pour GNM par induction. Donc on peut, ces strates, elle est compliquée, mais en fait ça se déduit de la strate ouverte, mais pour beaucoup plus petit. Donc je vous ai parlé de la formule, dans le papier, il y a une formule très longue qui écrit ce processus qui peut faire ce calcul. Donc, oui. Non. Oui, mais non, je ne fais pas ça. Je fais Q par conjugaison et U par transformation à gauche. Mais ça revient pour c'est des positions de position de j'ai une matrice, donc je n'ai pas de parabolique. Peut-être ça veut tout dire que je n'ai pas de borène parabolique pour faire brouillade. Ça ne fait pas penser à quand on a un groupe, on peut diviser G, on peut diviser par un parabolique P d'un côté puis de l'autre. Et ça, c'est un ensemble fini. On peut faire une stratification de P orbite. Il y a des orbites, là, c'est des orbites. Non, ce n'est pas des orbites en fait. Non, ce n'est pas des orbites. Non, c'est plus. Donc tu as un vecteur et tu fixes un vecteur et tu prends une matrice et tu l'appliques la matrice au vecteur et tu comptes la dimension de l'espace engendré. Donc, oui. Mais tu n'as pas un parabolique a priori. Mais bon. Et en fait, cette stratification est stable. Sous l'axiome de. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une sorte de simplification de l'axiome de conjugaison. Comme je vous l'avais écrit ici. Donc c'est ça qui fait marcher. Enfin, je fais tout pour l'orbite ouverte. Les autres orbites, de nouveau, ça se réduit par un processus d'induction qui est dans des formules vraiment compliquées, mais ce n'est pas difficile, je pense. Ouais, sur quand on prend on a l'application, donc on a l'application des polynômes caractéristiques. Qui va de G dans A puissance n, donc G c'est GLN, donc dans les polynômes caractéristiques. Et si on le restreint à cette orbite ouverte Xn,
Elle est très simple en fait. Elle est en fait ici la première observation ou lemme, c'est qu'en fait en fait le Q1 agit simplement, agit sans point fixe, simplement sur xn et fait de xn un Q1 torseur sur AN. Donc ça, c'est la théorie des matrices compagnons. Et c'est ça qui rend que ça c'est plus agréable. Donc, en fait, ça c'est utilisé beaucoup dans Bernstein, aussi dans les papiers de Jacquet et Zagier, par exemple. Ils utilisent ce fait de base, donc à GN2. Au lieu dans l'axiome de conjugaison de G pour G, qui est plus compliqué avec les centralisateurs, si on restreint à ce Q1, l'axiome est simple. Et ça devient, si on reste en plus assez ouvert, ça devient un torseur sur AN. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, donc ça, c'est pas étonnant, en quelque sorte, c'est largement connu. Mais le deuxième fait qui n'était pas connu avant, je pense, et qui est vraiment surprenant, c'est comment décrire l'axiome de U par rapport au polynôme caractéristique. Donc là, c'est donc le deuxième lemme. C'est pour tout x dans G, le morphisme Lx de U dans AN donne les parts. On fait un truc naïf, mais ça marche. Par Lx de U, c'est C de Ux. Donc ça fait un vecteur. Et on fait soustraction par rapport au vecteur de base, donc c'est C de X. Est linéaire. Création linéaire. Enfin, c'est plutôt AN-1. Parce que le déterminant, ça ne change pas de toute façon. C'est plutôt dans AN-1. Mais j'écris AN pour ne pas mentionner le déterminant. Mais le rang, donc le rang, Nx, le rang de cet apolline linéaire, est égal à M si élément si X est dans la strate Xm, M-1. Donc là, de nouveau, c'est un calcul. On écrit les produits extérieurs, on calcule, et en fait, c'est linéaire. C'est vraiment un truc que je ne savais pas avant. Et il n'y a pas d'explication, en fait, ça marche que pour GLN. Mais en plus, le rang, c'est parfaitement adapté à la stratification qu'on a définie. Et à la strate générique, eh bien, c'est le rang M-1. De toute façon, ça s'envoie dans A M-1. Parce que le déterminant ne change pas. Donc, c'est ce fait-là qu'on va utiliser dans le cas périodique aussi, mais dans une variante un peu plus développée, mais ça, c'est ce fait de base qui permet de donner au moins une conjecture sur le noyau de Fourier, même dans le cas périodique. Et puis revenons à ça, ça donne vraiment une description vraiment jolie, au moins de la strate Xn. Donc on a Xn qui s'envoie dans AN
à n-1 fois gm, et s'envoie dans gm. Donc ici, il y a le Q1 qui agit, donc ça c'est un Q1 torseur. Et puis il y a l'axiome de U qui agit, mais maintenant ça translate aussi verticalement, horizontalement. Chaque fois que à chaque fois l'orbite de UA, ça fait une cross-section, une section de ceci. En fait, ça donne que l'axiome de Q1 fois U est libre. L'axiome est libre. L'axiome de est libre sur xn, effet de xn, un Q1 fois U torseur sur gm. Donc ces axes sont bizarres, ça donne des coordonnées très variables en fait de xn. Il y a l'axiome de conjugaison par le Q1, le mirabolique, ça préserve le volume caractéristique. Et puis il y a l'axiome du radical de potence, ça translate de façon linéaire le volume caractéristique. Voilà. Donc là-dessus, donc on est et on a des descriptions analogues. Analogue pour toutes les strates. Donc XM, ça va venir de GLM, mais avec, il faut mettre dans beaucoup de il y a plus de la formule devient vraiment longue, mais essentiellement c'est la même chose. Et donc avec ça, on est en mesure maintenant de démontrer la preuve, démonstration de la conjecture de Bachmann-Kasdan pour GLN. On va utiliser bien sûr ces coordonnées pour faire des calculs. Donc comme on a des bonnes coordonnées, c'est agréable. Donc c'est énoncé pour groupe parabolique, mais on commence. Il n'y a pas une réduction, mais on fait pour le groupe Borel. Et ça, c'est un peu similaire. Enfin, pour vous dire que c'est écrit dans le papier, mais je n'ai pas eu le courage de relire la démonstration dans le cas parabolique. C'est juste, je pense que les notations sont vraiment compliquées. Mais le cas Borel, ça peut se réduire au cas mirabolique. Au cas mirabolique. Donc essentiellement, on va expliquer la démonstration dans le cas du mirabolique. Le cas mirabolique implique le cas Borel, et la parabolique, il y a je crois que c'est similaire, mais c'est juste des calculs deviennent de plus en plus c'est juste une notation de plus désagréable. Et comme maintenant on a la démonstration générale, je ne vois pas l'intérêt de vous faire subir tous ces calculs. Donc dans le cas mirabolique, eh bien, on va démontrer que le XU de K mu est 0 si X n'est pas dans Q. Donc c'est la même chose. Q, c'est la même chose que le X1. Donc si X, donc ça veut dire si X est dans XM, avec M au moins 2. Donc on va juste démontrer dans le cas générique, donc démontrer dans le cas X égale XN.
de nouveau, le cas xm pour m au moins 2, ça revient à GLM avec une induction. Dans ce cas-là, on l'a déjà fait en quelque sorte. Vous voyez, on a cette situation où l'axiome de conjugaison, ça devient un axiome libre de Q1 sur le FIP ici. Et puis l'axiome de translation U à gauche ou à droite, là j'ai mis à droite, et l'axiome horizontal. Donc, et en plus, je n'ai pas remarqué que Xn est inclus dans G régulier. Donc pour Xn, il n'y a pas de prolongement pervers, c'est déjà le système local. Donc, et donc ici, ça revient à démontrer que donc ici, ça revient à démontrer qu'on a donc et donc donc cela revient à démontrer que si on a le T, on vient retard, donc T, ça s'envoie dans AN-1 fois GM, et tout ça c'est déterminant dans GM. Et bien tout démontrer que c'est les réguliers, les éléments réguliers de GNLN. Pas forcément semi-simple, oui. Oui. Mais tous les réguliers, ça vient pas du pôle. Il y a un pôle cartésien, donc G règle. G règle dans T, donc ça vient un pôle cartésien. Donc ici, le noyau, ça vient simplement par tirer en arrière de T. Et puis descend galoisien ici. Donc vous voyez, c'est le G règle, c'est le régulier, parce qu'en fait, ici, c'est des matrices qui sont conjuguées à matrices compagnons, pas construction, en fait. C'est pas le... Non, c'est pas G'. G', c'était régulier semi-simple. Donc ça revient à T, et tout ce qu'on a à dire ici, c'est qu'en fait, il faut démontrer que... Donc ça, c'est déterminant. Donc ce qu'on fait ici, c'est en fait, on calcule la cohomologie des fibres ici. Ça revient à démontrer que... et puis l'axiome de W. 0. Parce que ici, vous voyez, quand on a un axiome de U, ça fait une section, donc c'est la même chose que le AM-1 ici. C'est juste, la seule chose qu'on fixe, c'est le déterminant. Donc ça revient au même de prendre le Kmu ici, on pousse en avant, et puis on a le W parce que c'est comme ça qu'on définit le Kg au moins sur G rec, on prend un W invariant. Et donc ça, et bien sûr maintenant ça devient vraiment facile parce que le K psi mu lui-même vient de Gm à la puissance R. On a composé tout le monde. Donc là, c'est justement, donc là, c'est carrément faisceau hyper-Klosterman avec le ρ. Donc ça fait le déterminant composé avec ce mu bar de MC. Donc MC, c'est l'article Schreier formé par l'addition
et par W. Il n'y a pas W invariant là-dedans. Donc maintenant, c'est exactement ce qu'on a fait parce qu'il faut voir une l'accélération de W. Donc ici, W, ça s'envoie dans SR, dans le groupe symétrique. Et le groupe symétrique, bon, ce n'est pas le sous-groupe, mais en fait, c'est le sous-groupe qui préserve les poids. Mais ça agit par le signe, par des lignes, par le terme de ligne. Et donc, mais l'action qu'on avait fait, c'est qu'on a subtilement multiplié avec le caractère le signe W fois le signe de la permutation. Donc le signe de la permutation s'amplifie avec le terme de ligne. Donc ici, au nouveau, le résultat, c'est par la définition, par la construction de l'axiome de groupe de W sur Camus, W agit sur déterminant par le caractère signe. Parce que par de ligne, il agit en fait par le signe comme permutation, mais il a fait justement pour tuer ce signe et mettre le signe de W. Donc au final, on a l'axiome W. Donc du coup, ça c'est un 0, parce que si je parle de signe, ça ne peut pas avoir d'invariant, du moment que n est plus grand que 2. Donc alors ce W invariant est égal à 0. Voilà, donc c'est la démonstration je pense que la partie la plus intéressante de la preuve. Après, c'est plutôt des généralisations à XM qui vous donnent B et puis d'autres pour les groupes paraboliques. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à raconter aujourd'hui. Je pense que donc ça, c'est juste, si on a bien compris de ligne, on peut faire ça, mais la partie vraiment nouvelle, c'est cette histoire d'orbite un peu bizarroïde ici, surtout que la translation par U donne lieu à une fonction linéaire, comme point caractéristique. Et ça, c'est vraiment un fait dont je ne comprends pas le fond. Par exemple, dans les expos suivants, on va faire des traitements Fourier sur les coefficients pour une caractéristique, par exemple. Donc, il y a des choses à creuser. Merci.